Bienvenue à vous, bon réveil, merci de nous rejoindre dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h avec toute l'actu, des débats, des interviews, des analyses. Bien sûr, autour de la table, Michel Taub. Bonjour Michel. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale, et William T. Bonjour à vous. Bonjour. William, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Et Harold Iman, bien sûr, pour nous accompagner sur les questions de l'actualité internationale. Bonjour Harold. Bonjour. Et on va commencer par la météo, c'est important parce que vous êtes nombreux à scruter le ciel au moment des grands départs en vacances. On fait le point tout de suite avec Karine Durand. C'est un samedi estival qui vous attend avec l'accentuation des fortes chaleurs pour le sud. Un ciel bleu-azur quasiment partout ce matin avec des conditions parfaitement dégagées. Parfois quelques brumes brouillards du côté de la Bretagne ou encore des Hauts-de-France. Mais ailleurs, un ciel qui est déjà bien dégagé et un soleil qui va taper très fort aujourd'hui. Au cours de l'après-midi, il n'y a pas vraiment de changement avec quand même le Mistral qui va se renforcer à nouveau, notamment sur le Gard après une petite accalmie le matin, il repart à la hausse. Quelques nuages sur le nord-est et sur la région Grand Est et ailleurs, toujours du plein soleil. Les températures ce matin sont parfois un petit peu fraîches au nord et c'est très appréciable. On a par exemple 11 à 13 degrés du côté de la région Grand Est et déjà de la douceur, 23 degrés pour les Pyrénées-Orientales ou encore la Côte d'Azur. Au cours de l'après-midi, les fortes chaleurs s'intensifient sur le sud et notamment sur les Pyrénées-Orientales où on pourra atteindre localement les 36 degrés sur Perpignan, sur Montpellier. Du côté de la région parisienne, on devrait atteindre les 30 degrés sur Paris. Merci d'être avec nous donc à la une de l'actualité. Ces 650 hectares de forêt ravagés depuis jeudi dans le Gard. Le sud de la France s'embrase avec les vents forts et les fortes chaleurs. 500 pompiers sont restés mobilisés tout au long de la nuit et l'inquiétude reste très forte pour ce week-end. Nous ferons un point complet sur la situation avec notre envoyée spéciale Régine Delfour depuis Bessèges. A tout de suite, Régine. D'autant que vous êtes très nombreux aujourd'hui sur le départ et sur les routes de France, beaucoup justement en direction du sud. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, les contrôles se multiplient. Vous verrez notre reportage édifiant sur la route de l'Espagne. Et revoilà les Dalton, pas ceux de Goscinny, hélas ceux des rodéos urbains. Un nouveau clip sort aujourd'hui alors que le leader vient de sortir de prison. La vidéo met en scène des armes de guerre. Les policiers réclament des sanctions plus sévères. Les incendies donc à la une, véritable fléau de cet été. Dernier exemple en date, ces feux dans les Cévennes qui menacent des milliers d'hectares. Les pompiers, vous le savez, sont mobilisés depuis plusieurs jours maintenant. Ces incendies sont attisés par des conditions météo extrêmes sur fond de sécheresse. Régine Delfour, bonjour. Vous êtes à Bessèges dans le Gard avec Sacha Robin pour CNews. On le disait tout à l'heure, 650 hectares ont déjà été détruits. La nuit a été longue pour les pompiers en lutte contre les flammes. Quelle est la situation, Régine, ce matin ? Oui, bonjour Isabelle. Donc la nuit a été plutôt calme ici. Nous sommes donc à Bessèges, au poste de commandement, et nous avons pu échanger avec les pompiers. Il y a eu 2 interventions cette nuit, 2 reprises de feu dans le secteur du Mât-Pendu, une à minuit et demi, l'autre à 2h30. Alors le feu est en grande majorité fixé, mais il n'est pas maîtrisé. C'est ce qui signifie qu'à tout moment il peut y avoir des reprises de feu. Vous l'avez dit, notamment à cause de la météo et des vents violents. Alors hier, les habitants ont pu rejoindre leur domicile, mais la vigilance reste évidemment très accrue. 550 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés et c'est la météo qui le scrute, notamment par rapport à ces vents. Je leur ai demandé tout à l'heure, ils n'ont pas encore les informations par rapport à ça. Donc vous avez dit plus de 600 hectares ont été incendiés. C'est un chiffre qui était un peu compliqué à définir puisque c'est une zone qui est très escarpée, donc difficile d'accès. Et parmi ces hectares, il y a certaines zones qui n'ont pas été incendiées. Et c'est là où est le problème. Les sapeurs-pompiers redoutent que certains arbres qui n'aient pas été touchés puissent à nouveau s'embraser quand il y aura des reprises de feu. Merci beaucoup Régine, en direct de Bessèges avec Sacha Robin. Et je signale que nous reparlerons de la situation dans la prochaine demi-heure avec notre invité, le commandant Alexandre Joissard. Il est porte-parole de la sécurité civile. C'est une journée noire au programme sur les routes avec ce premier week-end de grand départ en vacances. Il va falloir prendre votre mal en patience et être prudent. Plus de 10 000 policiers et gendarmes sont sur le pont pour prévenir et punir les comportements dangereux. Illustration avec ce reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou entre Bordeaux et l'Espagne.
La voiture banalisée des policiers se faufile dans la circulation. Sur l'autoroute entre Bordeaux et Bayonne, les deux CRS sont à l'affût du moindre danger. Un homme est surpris avec son téléphone au volant. La personne était en train de pianoter avec sa main droite sur son téléphone, alors texto ou autre. Mais c'est interdit par le code de la route. Le téléphone, il est ou dans la poche ou par terre. Pour lui, c'est 135 € d'amende et 3 points en moins sur le permis. Les policiers contrôlent un autre vacancier à la conduite hasardeuse. Il est testé positif au cannabis et à la cocaïne. C'est simplement un dépistage que l'on fait sur le terrain et après c'est analysé à laboratoire et c'est ce qui vaut preuve au niveau du tribunal pour la véracité de l'infraction. C'est ça qui est un peu attristant je trouve par rapport au cannabis. Voilà. Comme ça en contrôle de routine sur l'autoroute, comme ça je ne m'y attendais pas. Non, mais... Le jeune homme repart à pied. Pour lui, c'est une confiscation du véhicule non assuré et une convocation judiciaire ultérieure. En moins de 3 heures sur ce tronçon d'autoroute, 54 infractions sont relevées. On parle vraiment de sécurité routière et les gens n'ont pas forcément conscience des dangers qu'ils peuvent encourir et surtout causer aux autres. Les téléphones, les vitesses, les distances de sécurité, les changements importants de direction sans s'assurer du danger. Voilà, tout ce qui est générateur d'accidents. Ce week-end de grand départ est l'un des plus importants de l'année pour les forces de l'ordre. Sur ce tronçon entre Bordeaux et l'Espagne, 25 points de contrôle sont prévus. Michel et William, vous avez évidemment réagi à ce témoignage de cet homme arrêté et qui est reparti à pied, mais qui était surpris d'un contrôle de routine où il y a du cannabis qui est détecté dans et cocaïne aussi, il a été dans le reportage. Ouais. Non, c'est une forme d'inconscience. Et si vous voulez, c'est toujours pareil. Si vous voulez, dans l'échelle des infractions qui sont commises, ça commence toujours par des petits actes et puis après ça grandit. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'inconscience et c'est souvent les incivilités de cette sorte-là qui conduisent ensuite à des dépassements. Et effectivement, moi je trouve ça très bien que la police soit très mobilisée sur les routes parce qu'il faut que les forces de police aussi accompagnent le mouvement des populations jusque vers les stations balnéaires. Et donc effectivement, il faut une vigilance et en même temps, il faut une responsabilité, une civilité de la part de nos concitoyens. Et manifestement, il y en a qui n'en ont pas conscience. Avec une sorte de banalisation de la consommation de cannabis, clairement. Oui, j'étais surpris par son commentaire. On a l'impression qu'il avait fumé une clope au bord de l'autoroute. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir ce type de commentaire pour plusieurs raisons. Premier point, c'est comme l'a rappelé Michel, c'est-à-dire que c'est en commettant petit à petit, en enfreignant la loi, que vous en commettez des infractions de plus en plus importantes. Le deuxième point, c'est la question de la sécurité collective. En fait, tout ce qui l'intéressait, c'était son propre cas, qu'il puisse profiter de son séjour. Aucune prise de conscience de la mise en danger d'autrui. Il ne se rendait pas compte du fait qu'il soit sous stupéfiant, puisse conduire à des accidents et donc conduire à d'autres familles à pouvoir subir d'autres accidents. Parce que hormis son propre cas, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une route, en fait, quand vous commettez un accident, c'est les autres voitures qui sont également touchées. Donc ça, c'était vraiment surprenant. Le troisième point, c'est évidemment, c'est compliqué pour les familles parce qu'ils se disent, oui, on part sur les routes et donc du coup, les policiers nous contrôlent. Mais ce que doivent prendre conscience les gens, c'est que les policiers sont pas là pour les emmerder au quotidien, mais pour assurer la sécurité collective. Et on l'oublie souvent. Et puis, on critique la police pour différentes raisons. Mais il faut rappeler qu'ils sont là pour nous sauver et nous protéger. Il faut insister sur ce point-là plutôt que de mettre en avant ce type de comportement. Sur la banalisation comme ça de l'usage de stupéfiants et en particulier du cannabis dont on sait que la France est un grand consommateur. Oui, et pas que ces drogues-là. Il y a une explosion, notamment par Internet, par les petits trafics dans les quartiers, des usages de stupéfiants et aussi des médicaments. Enfin, vraiment, il y a une très, très forte explosion. Et on sent bien que les pouvoirs publics ont du mal à s'adapter et à suivre ces évolutions structurelles. Mais je pense que vraiment, ce qui est intéressant dans ce témoignage, et malheureusement, l'actualité l'offre sur d'autres sujets, on parlera des Dalton tout à l'heure, effectivement. Ouais. C'est qu'en fait, il y a à la fois une inconscience de la gravité pour autrui, et pour eux-mêmes aussi, de certains comportements. Et aussi, il y a une forme de défi, je pense aussi, à l'ordre public, à la société qui transparaît aussi dans les commentaires et dans l'attitude de certains de ces enfants et de ces jeunes. De ces jeunes, oui, parce que là, en l'occurrence, c'est un adulte. De ces jeunes adultes. Et c'est, je pense, aussi très inquiétant sur ce plan-là. Vigilance, donc, c'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national, noir en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va faire un point sur la situation du trafic avec vous, Stéphanie Thibault. Bonjour. Vous êtes responsable du centre d'information trafic Vinci Autoroute. Est-ce que les prévisions se confirment? Est-ce qu'il y a déjà du monde?
Alors oui, tout à fait. Donc en cette journée de deuxième grand départ en vacances, le trafic est conforme aux prévisions avec une circulation dense entre Paris et Bordeaux sur l'autoroute A10, également en vallée du Rhône au niveau de l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, sur l'arc méditerranéen et autour des grandes agglomérations, que ce soit Toulon, Aix-en-Provence. Donc de nombreux vacanciers ont déjà pris la route des vacances. J'en profite justement pour rappeler les bons conseils en cette journée de fort trafic, de faire des pauses régulières. Nous accueillons les vacanciers sur 29 aires animées aujourd'hui sur la route des vacances, sur le réseau Vinci Autoroute. Toutes nos équipes Vinci Autoroute sont mobilisées, que ce soit sur le terrain, sur les aires, dans les PC sécurité, et également de respecter les bons conseils pour adopter une conduite responsable, le respect des interdistances de sécurité, là aussi rester bien concentré sur sa conduite. Et puis, si vous voyez un véhicule d'intervention, de bien respecter le corridor de sécurité, de ralentir, de changer de voie. Avec ces bons conseils, tout devrait bien se passer. Et bien sûr, de bien s'informer avant de prendre la route aujourd'hui, puisque nous attendons un trafic important jusqu'en milieu d'après-midi, voire fin de soirée selon les axes. Et demain, dimanche, sera un peu plus propice au départ en vacances. Stéphanie Thibault, combien est-ce que vous attendez de voitures à peu près pour qu'on ait une idée sur les autoroutes aujourd'hui? Alors c'est difficile de donner un nombre précis. En revanche, des journées comme ce samedi, c'est le double d'une journée normale sur les axes principaux. Donc voilà, beaucoup de monde qui vont circuler sur tous ces axes principaux, que ce soit vers l'Atlantique ou vers l'arc méditerranéen. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Qu'est-ce que vous surveillez le plus, surtout en cette période de très forte chaleur? Alors, ce que l'on redoute le plus, d'une part, sur ces journées de fort trafic, c'est évidemment le moindre accrochage qui peut générer des perturbations importantes. Et surtout, vous venez de le dire, ce que l'on redoute, c'est tout ce qui est relatif aux incendies. Donc, avec les fortes chaleurs et la sécheresse, c'est malheureusement un sujet d'actualité. Donc, le conseil que l'on donne, c'est justement de ne pas jeter de mégots par les fenêtres. Nous avons aussi aujourd'hui des opérations pour inviter les automobilistes justement à garder et ne pas jeter ces mégots par les fenêtres qui peuvent générer justement des incendies et créer de fortes perturbations. Nous avons des opérations Stop Mégots avec justement sur les principales aires du réseau Vinci Autoroute des distributions notamment de cendriers et des expositions itinérantes. Voilà, en partenariat avec la Fondation Vinci Autoroute, également Entente Valable pour la forêt méditerranéenne. Donc voilà, un message important ce week-end de forte chaleur. Et le risque d'incendie, effectivement, dont on parle beaucoup et dont on va continuer à parler évidemment dans la matinale week-end. Merci beaucoup Stéphanie Thibault pour ce point complet, responsable du centre d'information trafic Vinci Autoroute. Une fois arrivé à bon port, attention aux pickpockets. Les vacances sont synonymes de détente, mais c'est justement le moment propice pour la petite délinquance. Un rapport vient de paraître sur les stations balnéaires les plus touchées par les vols. Michael Dos Santos. Saint-Tropez, la ville des gendarmes de Louis de Funès, mais aussi la station balnéaire la plus dangereuse de France pendant la période estivale. D'après nos confrères du Figaro, la commune figure en tête des villes de moins de 100 000 habitants dont la délinquance explose lors des vacances d'été. Une première place qui ne surprend pas le président du syndicat national de la police municipale. C'est une population aisée, hein, vous voyez comme tout le monde au bord de mer, au port de Saint-Tropez, des plus beaux bateaux qu'on peut avoir. Hein. Le luxe attire la population moins aisée et il y a une incitation au vol. On a la délinquance routière, on a la délinquance alcoolémie, on a aussi la délinquance de vol. Dans ce classement, Saint-Tropez est talonné par Sorts-Osgore. Avec 76 vols pour 1000 habitants, la ville de Nouvelle-Aquitaine est même celle où les vols commis sans violence contre des personnes sont les plus nombreux. Pour compléter le podium, Sainte-Marie-de-la-Mer, cette autre station balnéaire de PACA est-elle première en ce qui concerne les vols relatifs aux véhicules, autre critère de ce classement. Dernier constat, la côte méditerranéenne est de loin la zone la plus touchée par la délinquance estivale, avec 5 villes classées sur les 10 premières places. A l'inverse, la Bretagne est considérée comme la région la plus sûre. C'était il y a un an, le rappeur Mani GT était condamné à 9 mois de prison pour avoir organisé des rodéos urbains lors du tournage de 2 clips des Dalton qu'on a évoqués il y a quelques instants, Michel. À peine sorti de prison, il revient pour une collaboration avec un rappeur et un clip qui sort aujourd'hui avec toute la panoplie, des armes lourdes, de la drogue
et des rodéos. Augustin Donadieu. Ils avaient fait parler d'eux lors de plusieurs rodéos sauvages dans la cité lyonnaise. Aujourd'hui, leur ex-leader Mani GT refait du bruit. S'il avait dit avoir appris la leçon après son incarcération, l'ancien Dalton semble avoir tout oublié. Entouré de personnes faisant usage d'armes de guerre, Mani GT surenchérit à sa manière dans ce clip du rappeur Lacrim. Une provocation de plus qui ne passe pas dans les rangs de la police. Aujourd'hui, ils ont franchi, je pense, un cap qui est assez insupportable pour nous. C'est l'exhibition d'armes de type Kalachnikov. Quand on sait que la région lyonnaise, depuis plusieurs mois déjà, fait l'objet de plusieurs tentatives d'homicide avec ces armes-là. Quelques semaines plus tôt, alors en plein tournage du clip, les membres des Dalton avaient tout bonnement bloqué l'autoroute A43 à Lyon. La police était intervenue mais n'avait procédé à aucune interpellation. Ce que l'on souhaite concernant ces Dalton, c'est essentiellement que la justice soit sévère envers ces individus pour leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu. Voilà, le fait de faire des rodéos, c'est dangereux pour eux, mais c'est également dangereux pour tous les gens qui sont autour d'eux. En août dernier, Mani GT avait été condamné à 9 mois de prison ferme pour participation à des clips sans autorisation avec plusieurs séquences de rodéos urbains. Il pourrait de nouveau avoir affaire à la justice avec ce clip. Ça semble improbable, comme un cercle infini, avec des policiers totalement désabusés, William Tell. Parce que c'est une exhibition, c'est une forme de propagande de l'utilisation des armes. Non, mais c'est de la provocation. C'est de la provocation, il le fait exprès. Et de toute façon, il a l'intention de le refaire, même si par cas, on lui donnait des peines plus importantes. Mais la prison ne suffit pas, visiblement. Ah, mais moi, je pense qu'il faut alourdir les peines de prison pour une raison qui est simple. C'est-à-dire que les principes de la justice qu'on enseigne, c'est-à-dire que normalement, la justice est organisée pour, en fait, écarter les personnes qui sont nuisibles à l'ordre public et qui font défaut à la société. Et on considère que les personnes doivent passer un temps en prison pour ne plus nuire à la société et justement pour comprendre, notamment en vue de se réinsérer. Dans la mesure où la personne n'a pas compris la première peine, il faut alourdir la prochaine peine. Il y a différents motifs dans ce type de... Alors c'est ça la question, est-ce qu'il y a matière à condamner ? La difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit une arme blanche ou c'est une arme factice. Donc normalement, rien que la possession d'armes peut conduire à une condamnation et il y a différentes raisons. C'est-à-dire que dans le clip, il y a assez de matière, en tout cas pour lancer une instruction et pour placer la personne en enquête et en tout cas en garde à vue pour différents motifs, les rodéos, le non-respect du code de la route, etc. Donc je pense qu'il y a matière pour le faire et surtout, il faut que le juge comprenne le sens de la peine. Il n'est pas là pour appliquer une peine uniquement pour une personne, mais l'appliquer dans un contexte. C'est-à-dire que la personne est récidiviste. La personne fait de la provocation à l'égard de l'autorité de l'État. La personne veut contester l'autorité de l'État. La personne veut nuire au quotidien des Français en changeant l'ordre établi. Et quand vous avez une personne comme ça, elle est nuisible pour la société, à la fois en tant qu'État, mais également pour les individus qui le côtoient dans une région qui est quand même en montée de taux de criminalité, qui est quand même très importante quand vous regardez les différents quartiers. La région lyonnaise. Lyonnaise, de quartier de la Guillotière, etc. Donc je pense que cette personne, lorsqu'il doit passer devant le juge, on doit alourdir les peines en connaissance de cause du fait qu'il va nuire à la société, qu'il n'a aucune intention de se réinsérer et de respecter et de se réinsérer dedans. Il y a deux choses. D'abord, c'est presque anecdotique quand on voit la multiplication des défis à l'autorité et à la loi que les Dalton et ce pseudo-artiste multiplient depuis des années. C'est que pour tourner ce film, il y a 3 semaines, ils ont bloqué la 43 près de Bron pour pouvoir tourner. Donc, si vous voulez, tout dans cette entreprise artistique et, pour tout dire, commerciale, avant tout commercial, est pavé d'illégalité et de manquements à la loi. Et donc moi je pose tout simplement une question. Le clip est sorti aujourd'hui. Il va avoir des millions de vues, des centaines de milliers de vues dans les jours qui viennent. C'est pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc c'est ces incitations à la violence, montrer des armes à feu. Enfin, à la limite, c'est même pas la question du code pénal, de la légalité. C'est tout simplement une incitation, un encouragement à la violence. Donc je pose juste une question. Que fait Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur? Que fait Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice? Si on en parle sur les plateaux, si des millions de jeunes vont le voir sur les réseaux sociaux, il y a urgence à agir. Il y a une urgence à une prise de position publique et à une action de la justice qu'il appartient à l'État de diligenter. Ce n'est pas au syndicat de police de s'émouvoir uniquement. C'est à la société, par nos représentants politiques, de s'exprimer. Il y a l'Assemblée nationale qui reprend ses travaux. Voilà un vrai sujet d'action public pour justement montrer tolérance zéro et on veut qu'il y ait de la sécurité qui est quand même une des principales préoccupations des Français. 7h15, les principaux titres de l'actualité, c'est avec Sandra Thiombo.
L'Ukraine affirme avoir repris le contrôle de l'île aux serpents. Elle y a d'ailleurs remis son drapeau suite au retrait des forces russes. Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, il s'agit d'un contrôle physique des militaires. De son côté, Moscou y voit un signe de bonne volonté. Les Russes affirment avoir atteint les objectifs fixés. Le Japon en deuil après le décès de Shinzo Abe. Le corps de l'ex-premier ministre japonais est arrivé à Tokyo aujourd'hui. La veille, des personnes se sont recueillies devant les lieux du drame à Nara, dans l'ouest du pays. Elles y ont déposé de nombreuses fleurs. Shinzo Abe a été tué par balle en plein meeting électoral. Ce meurtre a suscité une vive émotion dans le monde. Arrêté, le suspect, un chômeur de 41 ans, a reconnu les faits. Novak Djokovic en finale de Wimbledon pour viser un 7e trophée. Le triple tenant du titre l'a emporté face au Britannique Cameron Norrie. C'était hier. Après 2h34 de jeu, le Serbe s'est imposé en 4-7. Il a perdu la première manche avant de ne faire qu'une bouchée de son adversaire 6-3, 6-2, 6-4. Novak Djokovic affrontera l'Australien Nick Kyrgios en finale demain. Merci beaucoup Sandra. Un dernier mot concernant les Dalton. Et je rappelle, William, que l'un des membres a été interpellé à Lyon il y a quelques semaines avec à bord de sa voiture 32 kilos de cannabis et une forte somme d'argent. Et que 2 autres avaient été condamnés au mois de décembre pour des tirs de mortier. Oui, mais de toute façon, comme l'a rappelé Michel, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder ce clip. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le contenu proposé par ces messieurs. Donc ça veut dire qu'il y a une culture qui se propage, notamment dans la société, c'est la culture des territoires perdus de la République, auquel on est là pour contester l'autorité de l'État. Et même c'est cool en fait. On a une carrière qui se développe, notamment en contestation de l'État. On devient petit délinquant, et puis au fur et à mesure on monte. Et puis le Graal suprême, c'est devenir délinquant professionnel, baron de la drogue ou chanteur de rap, si on peut appeler ça du chant. Et donc du coup, la question qui est posée au défi de l'État, il est double. Un, c'est comment on fait pour détruire les quartiers et reprendre les territoires perdus de la République, notamment pour les reprendre de façon intensive. Hollande avait fait en partie, notamment au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, il avait pu saisir des armes. Donc si on avait pu le faire à l'époque de François Hollande, pourquoi est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Deuxième point, lorsque vous avez un clip comme ça qui conteste l'autorité de l'État, est-ce que l'État ne peut pas contacter YouTube et les différentes plateformes pour interdire ce genre de clip en disant ce clip conteste notre autorité, si vous continuez à le diffuser, on prendra des sanctions contre YouTube et les différents réseaux sociaux. Et puis troisième point, moi j'insiste dessus, il faut alourdir les peines, non pas pour respecter les peines du code pénal, mais pour respecter le sens. Est-ce que cette personne est réintégrable dans la société ou pas? Moi, je pense que non. Tant qu'elle recommence, effectivement, la question se pose, évidemment. À la crise dans les services des urgences s'ajoute maintenant la violence de certains patients. Les 15 praticiens de SOS Médecins de Saint-Étienne exercent leur droit de retrait jusqu'à lundi pour soutenir un collègue. Les agressions physiques se multiplient. Valentine Leboeuf et Michael Dos Santos. Bonjour, suite à une nouvelle agression dans notre centre de consultation, SOS Médecins Saint-Étienne exerce son droit de retrait jusqu'à nouvel ordre. C'est l'agression de trop à SOS Médecins Saint-Étienne. Jeudi soir, un praticien a été menacé de mort et bousculé par un patient. Un autre médecin du centre explique la raison de cette agression. Un de mes collègues n'a pas voulu renouveler une ordonnance pour un patient qui s'était déjà présenté plusieurs fois. On lui avait déjà signifié qu'on ne renouvellerait pas, ce qui n'est pas dans nos attributions. Nous, à SOS Médecins, on fait de la médecine non programmée, donc les renouvellements d'ordonnances n'entrent pas du tout dans le cadre de notre activité. Ce médecin a dû porter plainte il y a 2 semaines contre un patient violent. C'est la 3e agression en quelques mois. Il y a un tel manque de médecins que les gens en dernier recours viennent là où ils peuvent en espérant qu'on pourra satisfaire leurs demandes. Et comme ce n'est pas toujours le cas, il y a une très grande frustration qui s'exprime à ce moment-là. Ça peut être par des mots, ça peut être par des menaces, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'intolérance à la frustration. Si on leur repose une fin de non-recevoir, oui, le temps peut monter très vite. Les 15 praticiens de SOS Médecins Saint-Étienne ont décidé d'exercer leur droit de retrait jusqu'à lundi matin. Et on va faire un détour maintenant par le Conseil de Paris avec une histoire de ratatouille. Vous allez vite comprendre, la prolifération des rats est un vrai sujet qui inquiète légitimement les Parisiens. Ils sont estimés à 4 millions dans la capitale. Une élue du 18e arrondissement chargée de la condition animale préfère parler de surmulots, moins péjoratif selon elle que le mot rat. Sauf que les rongeurs, peu importe comment on les appelle, sont là, comme en témoigne ce reportage de Geoffrey Defebvre. À l'aide de sa trottinette, Ibrahim va vider sa poubelle. Apparemment, il n'est pas seul. À proximité des terriers et des rats prolifèrent. Il y en a beaucoup de rats ici, parce que tout ça, là, c'est les trous qui sont là, parce que les gens jettent les poubelles par terre, il y a les rats partout ici. Pourtant, dans ce logement social, des progrès ont été faits.
Les rats, ils sont apparus par les sous-sols, les caves étaient accessibles, les poubelles étaient dans les caves, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune poubelle dans les caves, elles sont toutes ramenées à l'extérieur. Certains experts estiment à environ 4 millions le nombre de rats à Paris, soit 2 fois plus que la population intramuros. Dans cet arrondissement, la mairie s'est emparée du problème. On a importé de New York la neige carbonique, la glace carbonique qui permet en fait d'aller dératiser en douceur. On installe aussi des grillages quand on le peut. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens de la ville de Paris et qu'on ne peut pas agir partout. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la ville de Paris mette enfin les moyens dans des nouveaux prestataires avec des méthodes innovantes. Interpellée au Conseil de Paris, une élue du parti animaliste propose des méthodes non létales pour régler le problème des rats, auquel elle donne un autre nom. Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulots, moins connotés négativement. Le nettoyage et l'absence de nourriture en surface semblent être une solution majeure. À cela doit se coupler le bouchage des trous permettant aux surmulots de remonter dans les immeubles ou la pose des grilles dans certains endroits. En attendant que des solutions soient trouvées, la mairie du 17e met à disposition une fiche de 9 conseils pour lutter contre la prolifération des rongeurs, ainsi qu'une application pour les signaler. Alors, les surmulots, Michel. Non, mais c'est cocasse, mais quelque part, ça illustre quand même cette idéologie de certaines forces politiques qui, effectivement, par le langage, dévoilent en fait une idéologie qui est, somme toute, dangereuse. Non, des rats, c'est des rats. Et effectivement, parler de surmulots pour donner une image positive des rats, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de lutter contre la prolifération des rats et pas des surmulots. Ou des rats on peut dire des surmulots, mais enfin, bon, oui, en l'occurrence, voilà, appelons un chat un chat. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que la clé principale, c'est la propreté de la ville de Paris. Oui. Parce que pourquoi y a-t-il tellement de prolifération des rats? C'est parce que la saleté que tous les Parisiens, de gauche, de droite, de l'ouest, de l'est, du nord, du sud, tout le monde est d'accord pour dire que la ville de Paris est devenue sale et qu'en termes d'entretien, voilà, et c'est ça qui est, à mon avis, la cause principale, la prolifération des surmulots, ou, je préfère dire les choses par leur nom usuel, les rats. Et cette question de la salubrité, bien sûr. Le premier élément, quand vous voulez résoudre une question de politique publique, c'est de nommer les choses. Et quand vous ne voulez pas nommer quelque chose, c'est-à-dire que vous ne voulez pas résoudre le problème. C'est la première règle en question de politique publique. Donc une fois que la majorité d'Anne Hidalgo ne veulent pas nommer les rats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de... Vous voyez ce que ça donne, surmulot tatouille au lieu de ratatouille. Oui, là c'est quand même fantastique. Ça fleurit évidemment sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de la question de la propreté, c'est l'image que donne la ville de Paris. Parce qu'en fait, ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, ou même quand on parle à des personnes qui viennent de l'étranger, en fait, ils sont en train de communiquer sur une image qui est négative. On voit de plus en plus de touristes qui viennent à Paris et qui montrent des images négatives de la ville. On a eu le fiasco au Stade de France qui montre qu'on est en incapacité d'organiser un événement sportif. Qu'est-ce qui va se passer aux Jeux Olympiques de 2024? Et moi, je pose la question suivante. J'ai regardé les budgets du Conseil de la mairie de Paris. Ils sont en augmentation constante. C'est-à-dire qu'on augmente et on dépense de plus en plus d'argent, on augmente de plus en plus les impôts. Et la question que je pose, c'est à quoi sert tout l'argent dépensé par Anne Hidalgo si elle est capable d'assurer la propreté et la sécurité dans la ville? Harold, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, un petit point sur le tourisme. C'est vrai que vous voyez beaucoup de rats. Je fais de la bicyclette le long de la Seine. On en voit par vingtaines tous les soirs. Mais à New York aussi, juste pour se rappeler, il y a des rats. Et c'est assez étonnant à quel point les gens ne les voient pas. J'ai vu une famille française posée devant un petit talus dans Central Park et je voyais les rats courir derrière les enfants qui étaient pris en photo. Donc il faut se rendre compte que c'est un problème absolument universel que ces rats dans les métros et dans les jardins publics. Dans un instant, nous revenons avec l'inflation qui pèse sur vos vacances. Nous parlerons aussi de cette nouvelle offensive verbale de Vladimir Poutine. Il assure que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé alors que nous sommes bientôt à 5 mois de guerre en Ukraine. À tout de suite. Bientôt 7h30. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end avec ce début de vacances autour de la table. Michel Taube, William Tay et Harold Iman. Les vacances donc commencent vraiment aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous avec un grand mais quand même. Mais il y a l'inflation omniprésente dans la tête des vacanciers. Beaucoup vont se serrer la ceinture et revoir leurs dépenses à la baisse. Moins de visites, moins d'achats, moins de sorties au restaurant. La guerre en Ukraine et le Kremlin intensifient depuis hier ses frappes sur Donetsk dans le Donbass. Vladimir Poutine estime que les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Cette fois, il s'adresse directement aux Occidentaux et mise sur une lassitude des opinions publiques.
On en débattra évidemment dans cette édition. Et c'est dans ce contexte de guerre en Europe que l'on prépare en France le traditionnel défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à bord du Forbin, cette frégate anti-aérienne qui protège le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée sous la bannière de l'OTAN et sur lequel vous étiez, Harold Iman. On sera dans les coulisses avec vous, Harold. Les vacances, vos vacances sont là à portée de main, mais pour bon nombre d'entre vous, il va falloir faire très attention au portefeuille. Cette année, les Français craignent moins l'insolation que l'inflation. Quelle que soit la destination, les touristes vont faire très attention à leurs dépenses. Le reportage de Jean-Michel Decaze à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. À Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, les taux de réservation sont excellents. 90% pour les locations, 70% pour le camping en caravane. Les touristes sont bien là, mais ils dépenseront moins. Selon une étude de l'organisme de crédit Cofidis, les budgets devraient en moyenne baisser de 8% par rapport à 2019. Les visites et l'alimentation sont les deux secteurs visés en priorité. On profite plus de la plage, on fait moins de visites déjà. Et puis les restos, c'est pareil. Resto, c'est chèque vacances uniquement. On a été faire des courses pour les fruits et légumes. On n'a pas été capable d'en acheter parce que c'était beaucoup trop cher. Un filet d'orange, 5 €, faites pas exagérer non plus, quoi. 56% des vacanciers disent vouloir réduire leurs dépenses au restaurant cet été. Sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont, les professionnels ressentent déjà la tendance. Ils vont prendre l'apéritif, mais ils vont peut-être éviter les suppléments, les petites choses un petit peu à côté qu'ils ne seront pas sûrs de consommer. Ils vont peut-être rationaliser les menus enfants. Pour garder ces vacanciers, la ville propose la gratuité de tous les parkings. L'Office du tourisme, de son côté, a constaté qu'il n'y avait eu aucune flambée des prix de location. Michel Taube, il est édifiant ce témoignage de cette vacancière qui dit moi je n'achète pas de fruits et légumes parce que c'est trop cher. Oui, parce que l'hyperinflation, malheureusement, nous accompagne sur le chemin des vacances. Et c'est vrai que non seulement les Français sont obligés d'économiser, de serrer la ceinture. En fait, ils ont fait le choix de partir en vacances parce que les taux de réservation sont quand même très élevés. Il y a énormément de monde ce week-end dans les gares, les gens attendaient ça après 2 ans de pandémie aussi, retrouvailles en famille, entre autres. Il y avait vraiment un besoin de partir en vacances, mais en même temps, la contrepartie, c'est de serrer la ceinture. Il y a énormément de Français aussi qui ont changé leur plan à la dernière minute pour partir en vacances plus proche de chez eux parce qu'avec le coût de l'essence, beaucoup ont dû se rapprocher de leur domicile pour partir. Donc il y a eu des changements quand même très importants récemment. Et puis plusieurs études montrent que tout simplement le coût global des vacances augmente de près de 10 à 12% par rapport à tout ce qui était prévu initialement. Donc voilà, il y a une tension qui est extrêmement forte et c'est un élément d'inquiétude. Mais bon, le soleil est là, il faut quand même être positif. Oui, bien sûr, il faut être positif. Pour ceux qui peuvent partir, c'est quand même une très bonne chose, mais c'est vrai que c'est vigilance, et ça va accompagner malheureusement toutes les vacances de nos concitoyens. Et le tout alors qu'on attend cette fameuse loi sur le pouvoir d'achat. Oui, mais la loi de pouvoir d'achat ne résoudra pas la question de l'inflation pour différentes raisons. Premier point, l'inflation est un problème d'offre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de la crise sanitaire, on n'a pas produit assez. Et donc, comme vous avez la consommation qui repart, vous avez un écart entre la demande et la production, ce qui augmente la question de l'inflation. Je pense que ça permet de résoudre en partie, mais ça ne permet pas de répondre aux problèmes structurels. Il y a 2 enjeux pour répondre aux problèmes structurels. Le premier, c'est de faire un choc de compétitivité pour encourager les entreprises à produire, notamment en baissant les taxes sur la production, pour pouvoir les encourager à produire. Et si par cas, vous avez plus de produits sur le marché, et par conséquent, vous aurez plus d'offres et donc du coup, ça rééquilibrera les prix entre la demande et l'offre. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'inflation conduit à une augmentation des dépenses et aussi une augmentation des recettes à travers une augmentation des taxes. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire d'ici la fin de l'année pour éviter ce qui s'est passé lors des 2 chocs pétroliers et notamment le fait que l'inflation dépasse le taux de croissance, je pense qu'il faut faire un taux de TVA spécial sur les produits de première nécessité et notamment pour les baisser en fait, parce que quand vous avez une augmentation de l'inflation, en fait, du coup, vous avez une augmentation des recettes fiscales. Et l'écart qu'il y a entre les recettes fiscales attendues et l'augmentation des recettes fiscales à travers le taux d'inflation, je pense qu'il faut le baisser en le répercutant directement sur la question de la TVA pour encourager les gens à consommer et pour maintenir un niveau de vie qui soit correct d'ici la fin de l'année. Pourquoi est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique? Si par cas on ne fait pas ça, on risque la récession économique. Et qu'est-ce qui coûte plus cher? Perdre 20 à 30 milliards de recettes fiscales ou avoir une récession économique et donc du coup perdre des emplois. Je pense qu'il faut mieux perdre des recettes fiscales.
Oui, enfin, il y a quand même une chose qui, moi, franchement, me scandalise depuis des semaines, c'est que la plupart des mesures de la loi sur le pouvoir d'achat qui, par le biais du Parlement, ne rentreront en vigueur que dans quelques mois, la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, beaucoup de ces mesures auraient pu être prises par ordonnance ou par décret dès la réélection d'Emmanuel Macron, par Jean Castex, avant que Elisabeth Borne arrive à Matignon, et du coup, les Français auraient pu en bénéficier pour leur départ en vacances. La réalité, c'est que le pouvoir politique a pris son temps, et n'a pas tenu compte du calendrier des Français eux-mêmes et qui passait et qui commençait effectivement par les vacances. Résultat, les Français sont obligés de se serrer la ceinture parce que le politique ne s'est pas adapté à ses propres réalités et je trouve ça fort dommageable. Et dans la même veine, les soldes connaissent une baisse drastique, chute de 19% par rapport à 2019. L'inflation plombe évidemment l'envie de faire du shopping. Valentine Leboeuf et Florian Paume. Ce commerçant a du mal à écouler les stocks. Pourtant, plusieurs de ses rayons sont à moins 50%, mais il subit selon lui la concurrence d'Internet. Il y a trop de promotions, trop de ventes privées, trop de ventes privilèges. C'est fait que maintenant, les soldes, ça ne sert plus à rien. Les soldes d'été ont commencé il y a 2 semaines et les ventes ont déjà chuté de 19% par rapport à 2019. L'inflation est une première explication, mais il y a d'autres facteurs. Le Covid et le télétravail et la situation internationale en Europe, c'est tout ça réuni. Les clients qui se déplacent fonctionnent au coup de cœur car ils ont un budget limité. Je ne suis pas lâchée comme d'habitude où je pourrais me faire plus plaisir, je fais beaucoup plus attention. Je dépense moins qu'avant, je fais attention parce que je trouve que tout est assez cher actuellement, même en solde. L'alimentation et l'équipement de maison fonctionnent bien. Le secteur de l'habillement est plus contrasté. Comme on prend moins sa voiture, on marche davantage, on prend les transports en commun, les produits très sport-ville, les produits un peu décontractés ont très très bien marché. Les produits plus mode, plus habillés ont beaucoup moins marché. Les soldes d'été vont durer encore 2 semaines, jusqu'au 19 juillet. Michel ? J'ai écouté Francis Palombi qui représente beaucoup de petits commerçants. Moi-même, je suis fils de petits commerçants, donc je le dis avec une forme de tristesse. Mais la réalité, c'est que ça fait depuis des années que les soldes ne marchent plus. Et on a l'impression d'être dans une économie dirigiste où c'est l'État qui dit, voilà, un petit commerce peut faire des soldes de telle date à telle date, c'est du 19 juin ou du 22 juin au 19 juillet. Mais franchement, avec la montée de l'Internet... C'est ce que disait ce commerçant dans le Voilà, reportage, les Français font des soldes toute l'année maintenant. Ils ont le choix, ils ont la possibilité de... Donc franchement, je trouve que c'est un peu un sujet de l'ancien monde. On est dans le nouveau monde, il faut pouvoir s'adapter davantage. Et puis enfin, dernier point, aussi, pourquoi cette année ça ne marche particulièrement pas, c'est lié à ce dont on disait avant, l'hyperinflation, qui est tellement forte et bien au-delà des chiffres officiels annoncés par l'INSEE, que certains Français doivent se dire « je ne peux même pas aller faire les soldes, je suis obligé d'en faire l'impasse et de passer à d'autres dépenses qui sont plus prioritaires ». Donc j'espère que le gouvernement le prendra aussi comme un signe d'urgence à agir sur la question de ce pouvoir d'achat qui est vraiment le sujet numéro 1 de préoccupation des Français. Et sans aller jusqu'à l'habillement, certains font l'impasse même sur l'alimentation, comme on l'a vu dans notre précédent reportage. On en vient maintenant à ces propos de Vladimir Poutine. C'était jeudi à l'occasion d'une réunion avec des dirigeants parlementaires à Moscou. Menace à peine voilée aux Occidentaux qui veulent accélérer de leur côté la livraison d'armes à l'Ukraine. On l'écoute et on en parle juste après. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. Harold Iman, une guerre qui dure depuis plus de 4 mois avec des milliers de morts, des villes en ruine. Qu'est-ce que ce sera quand il commencera les choses sérieuses ? C'est une question militaire parce qu'on pense généralement qu'il a engagé ses meilleures troupes. Donc il n'a pas décrété la mobilisation générale et la conscription est très partielle en Russie. À peine la moitié des gens qui sont appelés finissent sous les drapeaux. Donc, faire bouger tout ça dans une armée entraînée, parce qu'il faut être très entraîné maintenant face aux Ukrainiens qui, eux, sont très aguerris, ça va mettre très longtemps. Donc, ce n'est pas, je dirais, factuellement possible pour lui de produire tout à coup des masses de soldats soviétiques comme contre Hitler en 1942. Non.
Mais ce serait quoi les choses sérieuses alors? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Soit il parle enfin c'est de la fanfaronnade pour utiliser le vrai mot, soit c'est l'usage des armes très destructrices. Ça veut dire des missiles de divers types qu'il a déjà dévoilés, hypersoniques, thermobariques, etc. Ça, il en a pas mal. Ou bien de l'artillerie en très grande quantité. Mais les masses de troupes derrière, avec des rangées de chars bien entretenus qui pourraient juste rouler et dépasser le Donbass, on ne les voit pas, on ne voit pas d'où ils viendraient. Donc voilà, c'est je dirais, c'est une vantardise politique à laquelle il se livre. Il y a 2 jours, Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, lors du G7 en Indonésie, qu'il a d'ailleurs en partie boudé, a de nouveau brandi la menace nucléaire. Et ce n'est pas la première fois. Donc, même Vladimir Poutine lui-même en a parlé. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un bras de fer diplomatico-médiatique avec, on va dire, l'Occident pour aller vite, qui est là et qui va, à mon avis, s'intensifier. Et surtout, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, l'intime conviction, je crois l'avoir dit déjà depuis un moment, je pense que c'est un conflit qui va s'inscrire dans la durée. Parce que la Russie a la capacité, ne serait-ce qu'au niveau de l'artillerie et du pilonnage et du bombardement, ce qui est un procédé extrêmement lâche, mais qui était un moyen de guerre, malheureusement, qu'on connaît depuis le début du XXe siècle, il peut l'utiliser pendant des mois et des mois. Là, il est sur le Donbass, mais si jamais il avait dans l'idée d'aller encore un petit peu plus loin, ce qui va être très difficile pour lui, il peut décider, il a le temps devant lui, et il sait qu'au niveau des opinions publiques occidentales, le phénomène d'usure est un vrai moyen pour lui de pression sur l'Occident. C'est la question que j'allais vous poser. Effectivement, c'est une guerre qui s'annonce très longue, avec effectivement ce phénomène d'usure, et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Il utilise aussi la rhétorique soviétique de la guerre froide quand il dit le libéralisme totalitaire occidental. Il joue là-dessus? Il y a plusieurs éléments qui sont plutôt favorables pour Vladimir Poutine, au moins pendant un an, jusqu'à au moins avril prochain. Premier point, c'est que les économies européennes ont été handicapées, notamment par l'inflation et par 2 points précis, les importations de gaz et pétrole. Je parlais de la question du deuxième choc pétrolier. C'est l'effet boomerang des sanctions. C'est la difficulté, c'est qu'en fait, les économies, et quand vous regardez les industries, notamment les industries allemandes et françaises, sont en difficulté parce qu'elles ont besoin de gaz pour fonctionner. Et si par cas, on n'arrive pas à importer du gaz d'une différente manière, nos économies seront en très grande difficulté. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la population. C'est est-ce que la population est capable de tenir un tel régime, notamment, on a évoqué tout à l'heure la question de l'inflation, pendant aussi longtemps? Est-ce qu'ils sont capables de tenir pour l'Ukraine? Ça, il y a quand même un doute de plus en plus, notamment quand on voit les différents sondages auxquels on voit notamment que les différentes populations contestent les gouvernements actuels parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à la question du pouvoir d'achat. Donc, inévitablement, se posera la question de est-ce qu'il faut maintenir, notamment la question des sanctions. Le troisième point, c'est que, en fait, Vladimir Poutine, effectivement, ne peut pas appeler, il n'a pas d'immenses troupes supplémentaires, mais il n'a toujours pas déclaré la guerre. Et à partir du moment où il déclare la guerre à l'Ukraine, il est capable de décréter la mobilisation générale et se dire qu'il a des moyens supplémentaires humains, notamment pour envahir plus de territoires, peut-être pour aller jusqu'à Odessa et éventuellement aller jusqu'à Kiev. Et effectivement, ce ne sont pas des troupes qui sont plus meilleures d'un point de vue entraînement, mais ils sont notamment plus nombreuses d'un point de vue quantitatif. Et donc, du coup, il pourrait lancer un assaut beaucoup plus général dessus. Et le quatrième point que moi je vois en difficulté pour l'Ukraine, c'est est-ce que la chute de Boris Johnson, la difficulté d'Emmanuel Macron d'un point de vue politique. Boris Johnson qui était vraiment le fer de lance de l'opposition. Et la difficulté que rencontre Olaf Scholz, notamment dans les sondages, ne les conduira pas à ne plus soutenir aussi intensément l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne tient aujourd'hui que grâce au soutien européen et américain. Michel, Harold, vous vouliez juste une précision d'abord? Oui, si Vladimir Poutine parle d'opération spéciale, c'est parce que ça s'inscrit dans le langage soviétique quand on a rétabli le communisme orthodoxe en Tchécoslovaquie en 1967 avec l'envoi des chars à Prague. Mais aussi, s'il décrète la guerre, s'il déclare la guerre, là, il doit mobiliser. Donc, en fait, il s'est évité d'avoir à aller chercher les Russes individuellement en évitant de parler de guerre. Donc, ce n'est pas qu'il a été graduel et soft, c'est qu'il évite un problème. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Michel, sur la capacité de résilience des Russes, visiblement, il n'y a pas trop de doute. Sur celle des peuples occidentaux qui sont, avec l'inflation, etc., là, il y a davantage de doutes qui se créent. C'est là-dessus, peut-être que Vladimir Poutine joue également. Oui et non, parce que moi, je crois à la résilience des peuples occidentaux. Quand même, les pays libres, alors, ils parlent de libéralisme totalitaire occidental, mais enfin, quand même, j'ai envie de vous dire, le libéralisme et le mode de vie dans nos pays, c'est quand même notre plus grande force. Alors, évidemment, depuis le début, beaucoup de Français se demandent est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine ? Et il y a cette question qui se pose. Mais la réalité, c'est que, heureusement, face au totalitarisme, parce qu'il faut répondre à Vladimir Poutine, face au totalitarisme poutinien, je ne parle pas russe, je fais la différence entre les deux, on a quand même de la ressource et de quoi résister. Mais c'est vrai que ça ne va pas être simple. Deux petites questions. Quel est l'effet du blocus économique sur la Russie? On peut quand même commencer à se poser des questions. Et le deuxième point, quand même, que je ne peux pas manquer d'évoquer, c'est que quand on voit Vladimir Poutine s'exprimer hier ou avant-hier, on disait il y a quelques semaines qu'il est en danger de mort, qu'il est peut-être extrêmement malade, etc. Oui, là, il s'est visiblement nettement requinqué. Quand on compare le Vladimir Poutine qu'on voit à la télévision il y a 2 jours à Joe Biden, qui hier n'avait pas compris que le prompteur qu'il lisait dans une déclaration était terminé. Je veux dire, voilà, il faut aussi redescendre sur terre et se dire qu'on est face, malheureusement, à, non pas, je dirais pas un ennemi, je ne parle pas de la Russie, je parle de Poutine, sur lequel il va falloir malheureusement avoir de la ressource pour durer face à un conflit qui, à mon avis, s'annonce long. Harold, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, pas particulièrement, sauf qu'il ne m'a pas l'air si fringant que ça. Il hésite beaucoup sur ses mots, Vladimir Poutine. Et toujours, c'est ce contexte où il dicte à ses petits-enfants de chefs de groupe parlementaires qui, très fidèlement, dodelinent de la tête, oui, chef. Donc, on n'a pas vraiment l'impression d'un système politique super vigoureux et plein d'une sève patriotique débordante. 8h moins le quart, les principaux titres de la